Synopsis, forte pluie. Inondation. 4 adultes et un enfant se réfugient dans une petite maison au bord d'un chemin boueux. Ils ne se connaissent pas, ni ne connaissent leur nom, mais ils tombent sur le propriétaire décédé, et tout porte à croire qu'il a été assassiné. Que faire? N'ayant nulle part où aller, ils décident de discuter. Chacun a une raison d'être là à ce moment-là, et chacun a ses propres histoires de difficultés et de souffrances. L'un soupçonne l'autre. Après tout, qui a assassiné le propriétaire de la maison? Et pourquoi? Au bord de la route. Psychographié par Vera Lucia Marinzec de Carvalho. Par l'esprit Antonio Carlos. Chapitre 1. L'inondation. Mila était dans le bateau. Elle regardait avec inquiétude la rivière, qui grossissait de plus en plus. N'est-il pas dangereux de continuer ce voyage? La rivière est tellement pleine? Demanda Mila à un homme travaillant sur le bateau. L'employé, impatient, peut-être après avoir répondu plusieurs fois à la même question, grommela avec colère. Non, madame, vous ne le ferez pas. Sachant qu'il pleuvait, la dame prit le bateau pour partir. Je vous ai dit de rester à la maison. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mila, effrayée, serra accidentellement la main de sa fille, qui se plaignit. Oh, maman, ne me serre pas la main. Mila relâcha son étreinte, mais ne la lâcha pas. Elle était montée à bord du bateau sachant qu'il pleuvait et que d'autres pluies étaient annoncées. Le voyage devait durer 5 heures, mais on l'avait déjà prévenu que, comme le bateau suivait le courant, il serait plus rapide. Ayant lu l'itinéraire si souvent, elle le connaissait par cœur. Mon Dieu, cette pluie incessante, grommela Mila. Le bateau tremblait. Elles étaient, comme beaucoup d'autres passagers, assises sur des chaises en plastique clouées au sol. Le bateau avait 2 ponts, et elle était sur le pont supérieur. Le bateau était couvert, et par les fenêtres, elle voyait la pluie s'atténuer, puis s'intensifier, et d'après ce qu'elle entendait, le niveau de la rivière montait très vite. Un couple de personnes âgées assis à proximité se leva, s'approcha de lui et tenta de la calmer. « Madame, dit l'homme, il semble que ce soit votre première fois en bateau. Ne vous inquiétez pas, le niveau de la rivière monte, mais comme il n'y a pas de vent, il n'y a pas de grosses vagues. Le danger, ce sont les vagues. La rivière est plus dangereuse pour la navigation pendant la saison sèche à cause des bancs de sable au fond. Nous voyageons souvent tous les deux. Ne vous inquiétez pas. Merci de me l'avoir signalé. » Mila la remercia. « Est-ce que je mettrai longtemps à descendre? » C'est à la station 46. Nous sommes à la 43, l'informa l'homme. Tout est prêt. Nous devrions arriver à l'arrêt dans 30 à 40 minutes. Il l'annonce 5 minutes à l'avance. Quand vous entendez l'annonce, restez près de l'échelle, et quand elle s'arrête, arrêtez-vous. Je pense que tout va bien, dit Mila. J'ai acheté des imperméables, des parapluies et des sacs plastiques, et je les ai déjà rangés dans mon sac à dos. Alors, tout est prêt? Attention, la série avance. Attendez que le bateau s'arrête. On dirait que la rive est inondée. Et la femme lui conseilla. Milos la remercia et le couple retourna à leur place. Mila, alias Emilia, vérifia que tout était en ordre. Elle regarda sa valise, elle y avait mis 2 sacs poubelles en plastique et un autre dans son sac à dos. Elle acheta 2 imperméables transparents, en enfilant un à sa fille et un autre à elle-même. Elle mit des sacs à ses pieds, et le vendeur les fixa avec du ruban adhésif. Le vendeur dit « Tu ne seras pas mouillé, car la pluie ne devrait pas cesser de sitôt. Il va pleuvoir beaucoup. » Mila regarda sa fille, distraite, observant les gens par la fenêtre. La jeune fille avait 18 ans et était belle, du moins pour une mère aimante. Giovanna, sa petite fille, mangeait le biscuit que sa mère avait acheté au bar avant de monter à bord. Attentive et nerveuse, juste après s'être arrêtée à la station 45, elle mit le sac à dos sur le dos de sa fille. En entendant l'annonce de l'arrêt 46, elle se dirigea rapidement vers les escaliers. D'autres personnes descendirent, peut-être 6. Elle passa une rampe en bois qui n'était pas encore inondée et tomba sur un bâtiment en bois qui avait été construit, une maison sur pilotis où se trouvait un bar et où l'on vendait des billets. Mila ne regarda personne, se contentant de faire attention à la marche. D'une main, elle portait sa valise et de l'autre, celle de sa fille. Arrivée au bar, elle regarda autour d'elle. Elle pensa que, peut-être à cause de la pluie, Séraphim l'attendrait à l'arrivée du bateau.
Elle ne le vit pas et s'arrêta au bar, qui, bien que mouillé, n'était pas inondé. Elle acheta des sandwichs, ils mangèrent, et malgré la pluie battante, Mila devait partir. Elle avait mémorisé l'itinéraire. Elle devait prendre le chemin de terre, marcher environ 40 minutes, et trouver une petite maison sur la gauche. Elle devait la traverser et continuer encore 30 minutes jusqu'au pont, une passerelle. C'est là que Sérafina l'attendrait. Elle avait dit que le pont était réservé aux piétons. C'est pourquoi il resterait de l'autre côté, car il irait en camion. Elle devait porter la valise, lourde car enveloppée dans des sacs poubelles pour la garder au sec, et elle devait donc oublier les roues. De plus, d'après ce qu'elle avait vu, la route était très boueuse et la pluie ne cessait pas. Mila entendit un homme parler de la rivière en montrant une toise. En temps normal, elle atteint cette hauteur. Pendant la saison sèche, elle descend encore plus bas. Avec cette pluie, le niveau est déjà monté d'environ 4 mètres. Mère et fille finirent de manger, et Mila décida de partir. Je ne peux pas rester ici. Il est midi. Je dois partir tant qu'il fait jour. Géhi, fais attention. Il faut continuer sous cette pluie. Maman, on ne peut pas attendre qu'il s'arrête? On dirait que ça ne va pas s'arrêter. Viens, ma fille. Mila appelait souvent sa fille. Tu devrais tenir le parapluie d'une main et ma ceinture ou mon chemisier de l'autre. Fais attention à ne pas tomber. D'accord. Mila tenait le parapluie d'une main et portait la valise de l'autre. Si vous descendez la route, marchez le long du bord, dans l'herbe, car la route est très boueuse et les flaques peuvent former des trous profonds. Faites attention à ne pas glisser sur le bord, a conseillé le propriétaire du bar. Il y avait aussi un guichet pour les billets de bateau et un restaurant. Il y avait une dizaine de personnes à ce moment-là. Elles attendaient le prochain bateau. Milo la remercia et se dirigea vers la route. Dès les premiers pas, il comprit que la marche serait difficile. Je commence à regretter d'avoir osé faire ce voyage. J'espère que ça en vaut la peine. Prudemment, tous deux, regardant où ils mettaient les pieds, marchèrent. Giovanna glissa 2 fois et gémit. Mila, avec sa lourde valise, alternait les mains. L'une tenait le parapluie, l'autre la valise. 1 heure de marche, par là où nous allons, en prendra 2, pensa Mila avec regret. Tu as vu la petite maison? Mila et la fille traversèrent la route et se postèrent devant la maison. Il y avait une 20aine de mètres entre la route et la maison. Allons-y, décida Mila. Peut-être que quelqu'un pourrait nous parler de la route. D'accord, acquiesça Giovanna. La maison avait un petit porche couvert de vent. L'endroit était humide, mais pas inondé. La porte était entr'ouverte. Mila posa sa valise et son parapluie par terre. Celui de la maison, cria Mila d'une voix forte en frappant dans ses mains. Rien. Il n'y a personne? On le voit. Reste ici, Géhi. Je vais voir. Mila entra et revint bientôt. Giovanna avait peur. On ferait mieux d'y aller, et vite, ordonna Mila. Maman, je n'aime pas cet endroit. Je ne vois personne, se plaignit la fillette. Elles retournèrent sur le bord de la route, à travers l'herbe, bien que glissante, mais sans boue, et continuèrent leur chemin. La pluie ne s'arrêtait pas, mais à cet instant, elle diminuait. Marchant lentement, en faisant attention à leurs pas, elles continuèrent pendant environ 40 minutes. Mila entendit le bruit de l'eau, et le bruit s'amplifia à mesure qu'elles approchaient de la petite rivière. Soudain, elles aperçurent la rivière, qui n'était pas petite comme le séraphin de l'écriture, mais énorme et au courant puissant. Mère et fille. Elles s'arrêtèrent, et Mila parut terrifiée. Comment traverser? Je ne vois pas le pont que prétendait Séraphim, c'est-à-dire une passerelle. Elle vit la route se terminer par les eaux boueuses et bruyantes de la rivière, mais vit que de l'autre côté, là où la route continuait, il y avait 2 piliers ou pieux. Ce doit être le pont, qui est submergé ou emporté par les eaux, et dont il n'en reste rien. Que allons-nous faire? Se demanda-t-elle. Retournons. Nous retournons. Mila eut peur et vit le pont à l'extérieur d'un homme, et nous à l'extérieur de sa petite fille. Je ne veux pas aller dans l'eau sale, se plaignit Giovanna. Madame, conseilla l'homme, vous ne pouvez pas passer. Je suis passé par ici il y a 3 heures, et le pont était déjà submergé, mais on le voyait encore. Maintenant, on ne le voit plus. L'eau a beaucoup monté. Je suis allé à l'embarcadère, mais ils se sont arrêtés. Je reviens, mais c'est trop dangereux de traverser.
Je ne vois pas le pont, et je n'ai aucun moyen de savoir s'il existe encore. L'homme parla, se retourna et descendit la route. Mila regarda de l'autre côté de la rivière, il ne vit personne. Séraphim n'avait pas dû venir me chercher sous cette pluie. Peut-être pensait-il que je ne pourrais pas prendre le bateau et qu'il était resté dans cette ville. Il ne m'attend pas, et avec ce courant, il n'y a aucun moyen. Je ne peux aller nulle part seul, et encore moins avec Giovanna. Je dois rentrer. Mais où? Il y a peut-être une auberge près du bar. Je suis à court d'argent ici, à regarder la rivière. Je ne peux pas rester. Rentrons, décida Mila. Heureusement. J'ai peur et je suis fatigué. Je ne veux plus marcher, se plaignit la fille. Giovanna était effectivement fatiguée. Emilia aussi. La valise semblait encore plus lourde, et sa petite fille grognait et gémissait. Maman, je ne veux plus marcher. Je suis fatiguée. S'il te plaît, on ne peut pas s'arrêter, petite fille. On ne peut pas, maman. On ne peut pas la rattraper. S'il te plaît, fais un peu plus d'effort. Voyant la petite maison, Mila décida de s'arrêter et de se mettre à l'abri, au moins 1 heure, juste pour se reposer. Avec le temps couvert et pluvieux, il semblait que la nuit allait bientôt tomber. Elles allèrent sur le porche. Mila posa sa valise et ferma son parapluie. Elle frappa dans ses mains et demanda « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider ?» La porte s'ouvrit et Mila se retrouva face à une grande femme blonde et musclée qui expliqua « Ce n'est pas ma maison, mais apparemment les propriétaires ne sont pas là. Je suis avec un type, je suis à l'abri ici. Avant d'entrer, enlève tes manteaux, étends-les là et enlève tes chaussures si elles sont mouillées. La maison est minuscule. Si tu rentres mouillé, tu mouilleras le sol sec. On ne peut pas le laisser mouiller. » Mila fit ce que la femme lui suggéra, retira les sacs plastiques de ses pieds, et incroyable, ses chaussures étaient sèches. Elle entra. « Je suis fatiguée, et ma petite fille aussi, » dit-elle à Mila. « Assieds-toi ici. » La femme désigna une chaise. « Tu veux de l'eau ?» Mila regarda l'homme. Il resta silencieux, l'air agacé. Et lorsqu'il se vit observé, il sourit. Il était mouillé et torse nu. La femme prit un verre, puisa de l'eau dans une casserole et la tendit à Mila, qui la versa d'abord à sa fille, puis la but. « J'étais trempé. »« Trop, » expliqua le jeune homme. « J'ai essoré ma chemise et je l'ai mise à sécher près du poêle. J'ai aussi essoré mon pantalon, et il est trempé. »« Quelle pluie ! Sais-tu à qui appartient cette maison ?» demanda Mila. « Je n'en ai aucune idée, » répondit la jeune femme. La porte était ouverte, et je suis entré alors que personne n'avait répondu à mon appel à l'aide. Je suis arrivé presque en même temps que le jeune homme. Nous sommes entrés ensemble. On attend que la pluie cesse. Ou que le temps s'améliore et que les eaux se retirent, dit le jeune homme. Z, entendit-il un homme passer la tête par la porte. Milo reconnut l'homme qu'il avait croisé sur la route, là où devait se trouver le pont. Il n'y a personne dans la maison, ce qui signifie que les propriétaires ne sont pas là. Nous nous abritons ici, tenta d'expliquer la jeune femme. Si tu veux entrer, laisse ton parapluie, ton imperméable et tes bottes, tout ce qui est mouillé sur le porche pour ne pas mouiller la maison, qui est sèche. L'homme s'exécuta, accepta l'eau offerte et demanda « Tu n'as pas vu Z ? C'est le propriétaire de la maison. » « On n'en a vu aucun, » répondit la jeune fille. « Il pleut beaucoup, » s'exclama l'homme. Tout le monde approuva. « Je pense aller à l'embarcadère. »« Tu sais s'il y a un endroit où passer la nuit là-bas ?» demanda Mila. « N'y pense même pas, » prévint le garçon. « Les gens de l'an ne sont pas dignes de confiance. Vous et la fille pourriez être dangereux. Je viens de là-bas et on m'a dit que l'auberge était pleine. Si les eaux de la rivière continuaient à monter, elles pourraient inonder l'auberge, située à une dizaine de mètres derrière la station-service. » Mila serra sa petite fille plus fort dans ses bras et eut peur. « N'aie pas peur, maman, » insista l'homme. « J'ai effectivement entendu des plaintes de gens qui disaient avoir perdu des objets. L'auberge est petite, avec 10 chambres, et quand un incident arrête les bateaux, elle est bondée et les prix sont excessifs. Il vaut mieux rester ici. Je me demande ce qui pourrait nous arriver ici, » s'inquiéta la femme. Et si le propriétaire ne nous acceptait pas? Il pourrait revenir, après tout, c'est sa maison et nous mettre dehors. C'est possible, mais pour l'instant, il vaut mieux rester ici. Dès que ma chemise sera sèche, je la mettrai, dit l'homme. Connaissez-vous le propriétaire de la maison?
Il l'appela à la porte et lui demanda. Oui, répondit l'homme. C'est un homme solitaire, il vit seul. C'est étrange de ne pas le trouver chez lui avec cette pluie et ces inondations. Peut-être qu'il est parti, observa la jeune fille. En fait, il a laissé la porte ouverte. Moi, qui suis arrivée la première, je l'ai trouvée entr'ouverte. Peut-être ne l'a-t-il pas fermée parce qu'il est passé par là et que la rivière a débordé et ne l'a pas laissé revenir, conclut le jeune homme. La maison se compose de ce que vous voyez, la jeune fille montra à Mila, la véranda. Cette pièce, qui pourrait être un salon, n'est séparée que par ce petit muret. Il y a la cuisine, avec une autre porte et une autre véranda avec un évier, un étendoir et des latrines. La salle de bain? Demanda Mila. Des toilettes à l'ancienne informèrent la jeune fille. Je dois y aller, demanda Emilia. Alors viens, maman, et amène ta fille. Je t'emmène, proposa la fillette. Mila se leva et regarda autour d'elle. La fillette avait bien décrit l'endroit. Dans le salon, il y avait 6 chaises et une petite table, mesurant environ 1 mètre sur 80 centimètres. Le petit muret était une cloison d'environ 2 mètres de long sur 1 mètre de haut qui séparait le salon de la cuisine, et pour passer d'une pièce à l'autre, un espace d'environ 80 centimètres. En traversant la cuisine, Mila aperçut 2 étagères, l'une avec des ustensiles de cuisine, des casseroles, des assiettes et des couverts, et l'autre avec de la nourriture. La porte de la cuisine était comme celle de devant, faite de planches de bois. Elles franchirent toutes les 3 la porte et virent un autre balcon, humide, sur lequel, comme la fillette l'avait décrit, se trouvait un réservoir avec un bec verseur. Et sur le côté gauche du balcon, une autre porte. Ce sont les latrines. Tu connais des latrines? Demanda Mila. Je n'en connais pas, répondit Mila. Mieux vaut ne pas s'inquiéter, prévint la fille. Elle ouvrit la porte et elles sentirent une odeur désagréable. C'était un petit placard avec seulement une toilette. Au-dessus, du papier toilette pendait à un fil. Essuyez le rebord des toilettes avec le papier. Faites entrer la fille. J'attendrai ici, devant la porte, sans la fermer. Il n'y a pas de place pour 2 personnes là-dedans, commenta la fille. C'est ce que fit Mila. Après cela, mère et fille allèrent se laver les mains au lavabo. En traversant la cuisine, elles aperçurent des fruits dans le placard point. Cueillons-les pour les manger et lavons-les d'abord dans le bassin, décida la fille. Et ils le firent. Ils retournèrent tous les 3 au salon et s'assirent sur les chaises. Je te prêche, offrit-elle à la jeune fille le fruit qu'elle voulait manger. On partagera le reste. La pluie ne cesse pas et elle est de retour. Le temps est exécrable, et nous sommes bloqués. Le mieux est de rester ici, de passer la nuit. On ne peut aller nulle part. Impossible de prendre la route pour la ville, car on ne sait pas si le pont existe encore ou s'il est sous l'eau. Et le courant de la rivière est très fort. Si cette rivière était petite, elle est maintenant énorme. Nous retournons à la gare, il n'y a pas de seconde chance. Les bateaux sont arrêtés, et l'auberge est pleine et sur le point d'être inondée. On devrait rester ici. Du moins, je le ferai. J'ai l'habitude de rester dans des endroits difficiles, informa le garçon. Au moins, il ne pleut pas ici. Il n'y a aucun risque d'inondation, car ce n'est pas près des rivières. Je pense qu'il vaut mieux rester ici. J'allais prendre le bateau. Maintenant, je vais devoir attendre. Si le propriétaire de la maison, revient, je lui demanderai de passer la nuit. Et celui qui le peut paiera le logement. C'est une urgence. Il comprendra certainement. Ma petite fille et moi n'avons pas d'autre choix. Nous resterons. L'inondation va-t-elle durer des jours? Demanda Mila. D'abord, il faudra qu'il cesse de pleuvoir pour mettre fin à l'inondation, précisa l'homme. Pas seulement ici, mais aussi là où coulent les rivières. D'ailleurs, la rivière Pontina, qui est un passage piéton, est interdite aux véhicules et couverte. La rivière est peu profonde, et on peut même la traverser en marchant entre les rochers. Les véhicules la traversent. La grande rivière, celle-ci, est très haute, mais elle n'est pas dangereuse. S'il n'y a pas de vent fort, la mer se remplit et redevient normale sans problème. Si les bateaux s'arrêtent, c'est parce qu'ils ont dépassé le niveau de la crue, et les marins ont peur. Êtes-vous d'ici? Habitez-vous dans le coin? Demanda la femme. Dans le coin? L'homme ne répondit pas, mais je viens par ici. Pas souvent, mais je connais tous les habitants du coin. En suivant la route,
en traversant le pont pour quelques minutes de marche, se trouve Estade Adesina. J'habite dans une ferme à proximité, je connais bien la région, tout comme Zadi, José Diogo, le propriétaire de ce terrain, de cette ferme. Il vit seul ici. Il est méthodique. Il n'apprécie peut-être pas notre invasion, mais nous sommes un sicot, et il ne pourra pas nous expulser si nous restons ensemble. J'ai vu de la nourriture dans la cuisine et j'ai montré à la fille. On peut préparer une soupe pour se nourrir. Elle a sorti les fruits. Mademoiselle, super. Partageons. 2 mangues pour vous. 2. Tout le monde a pris des fruits et les a mangés. Et cette porte révéla Mila. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce doit être la chambre, conclut la jeune fille. Nous n'y sommes pas entrés par respect. Les visiteurs ne devraient pas entrer dans la maison sans y être invités. Nous y sommes entrés. C'était une urgence, mais la pièce est privée. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Le jeune homme voulut donner son avis. Le propriétaire de la maison, Monsieur Hadi, n'est pas là, et nous ne toucherons à rien. Cependant, je pourrais lui emprunter quelques vêtements secs. Ma chemise sèche point. Il se peut même qu'il ne sèche pas. Et mon pantalon est trempé. La nuit commence à être froide. Votons, suggéra la fille. Qui pense qu'on devrait cambrioler la chambre du propriétaire? Levez la main. Tout le monde se leva, y compris la fille. Puisque nous sommes entrés par effraction chez Zadi, dit l'homme, on peut le faire aussi dans sa chambre. On dirait qu'on va devoir passer la nuit ici, et si on ne veut pas avoir faim, il va falloir qu'on prépare à manger. Je peux payer ce qu'on prend. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est partir d'ici sous cette pluie, dans cette inondation, sans avoir où passer la nuit. Alors, allons dans cette chambre. Nous 3, dit la fille. Elle désigna l'homme et le jeune homme, qui se levèrent et poussèrent ensemble la porte déverrouillée. Tous 3 s'exclamèrent à leur tour. « Mon Dieu !» cria le jeune homme. « Merci mon Dieu !» s'écria la fille. « Par Dieu ! Qu'est-ce que c'est ?» L'homme était stupéfait. Chapitre 2. Chapitre 5. L'homme ferma la porte. La fillette s'approcha de la mère et de la fille, fit signe à Mila Hervé et commença à jouer avec elle. « Quelle belle poupée! Comment s'appelle-t-elle » s'écria-t-elle. Dans le sac à dos de Giovanna, Mila avait mis une poupée et un ours en peluche, avec lesquels la fillette jouait. La mère se leva, effrayée par l'expression des autres. L'homme ouvrit la porte pour qu'elle puisse regarder, et Mila vit alors un corps étendu sur le lit, couvert de sang. L'homme entra dans la pièce. Mila et le jeune homme restèrent là à regarder par l'entrebâillement de la porte. L'homme observa attentivement le corps, posa sa main sur son bras, puis sur son visage, l'examina, puis retourna à la porte et la referma. « Il est mort » informa l'homme. « Je l'ai reconnu, et il est mort. Nous devons faire attention à ne pas effrayer votre fille. La fillette doit être épargnée. Nous devons décider quoi faire. A-t-il été assassiné ? Demanda le jeune homme. Bien sûr. Ils lui ont coupé la veine du cou, expliqua l'homme. Maman, que signifie meurtre ? Demanda la fillette. C'est une blague, répondit sa mère. Celle qui dit mort et vivant. La fillette voulait comprendre. Oui. C'en est une. La mère était laconique. Chante avec elle. La mère pressa l'homme. Décidons quoi faire, toutes les 3. Mila s'approcha de sa fille et commença à chanter une chanson à sa poupée pour l'endormir, mais elle les entendit marmonner toutes les 3. Tu ferais mieux de faire attention, monsieur, à ce que tu dis, conseilla l'homme. La fillette ne peut pas voir ça. Quelqu'un l'a tuée, et on ne peut pas appeler la police. On ne peut pas garder le mort là-bas, opina la fillette. D'après ce que vous avez dit et ce que j'ai entendu sur le bateau, les eaux ne se retireront que lorsqu'il cessera de pleuvoir, et la pluie n'a pas cessé. Maintenant, elle est de nouveau forte. Impossible d'appeler la police, ni de venir ici. Si le corps reste là pendant des jours, il sentira mauvais. Je ne veux pas rester là, dormir ou manger avec un mort. Moi non plus, s'exclama le jeune homme. Que proposez-vous, mademoiselle ? Demanda l'homme. Serait-il préférable que vous, monsieur le plus âgé, donniez votre avis et décidiez de ce que vous proposez ? Il n'y a vraiment aucun moyen pour nous de sortir d'ici. La boue sur la route s'épaissit. Traverser la petite rivière, maintenant large, est impossible. Si le courant emporte quelqu'un, la mort est certaine. Aller à l'embarcadère ne semble pas être une bonne idée.
Nous n'aurons nulle part où nous abriter. Nous devons rester. Espérons que ce ne sera pas pour longtemps. Ce sera très désagréable de l'avoir comme compagnie. Mère et fille continuèrent de chanter. Dors, petite poupée, dors. Maman veut se reposer. Réfléchis vite et décide. Demanda la fille à l'homme. Il fera bientôt nuit et nous avons faim. Derrière la maison, à une trentaine de mètres, il y a un débarras. Je pense que Zadie y garde ses outils. Nous pouvons prendre le corps et le laisser là. Le garçon et moi irons dans la chambre inspecter les lieux et réfléchir à la façon de nous débarrasser du corps. Ensuite, nous reviendrons ici le prendre. Pour le transporter à travers la maison sans que l'enfant ne le voie, mère et fille doivent aller aux toilettes. Amanda vivra dans le placard. Allumons le feu et elle nous préparera quelque chose pour le dîner. L'homme prit sa cape sur le porche, le garçon enfila sa chemise, encore humide, et ils partirent. La mère prit sa fille par la main et elles allèrent à la cuisine. Elle mit elle-même du bois sur le poêle, et le feu était vif après que l'eau eut bouilli. La femme aida à éplucher et à couper les pommes de terre. Nous avons des pâtes, des pommes de terre, des carottes, des oignons et des épices. Nous allons faire de la soupe, décida la mère. Elles revinrent toutes les deux, et l'homme expliqua ce qu'il avait vu. C'est une petite pièce, nous avons apporté du bois de chauffage et nous le mettrons près du poêle. Il y a aussi des outils dans un grand cercueil. Ils rentrent dans la boîte à outils. Nous pouvons les sortir et mettre la personne dans la pièce. Allons-y, elles restèrent toutes les deux sur le porche, trempées. Mon Dieu, enlève ta cape. Tes chaussures te l'ont dit. Jeune fille, viens avec moi. Nous allons envelopper le corps dans la coquille tachée de sang et l'emmener dans la chambre. Je viens avec toi. La femme se dirigea vers le porche, prit sa cape et enfila ses baskets. Pieds nus, elle accompagna l'homme dans la chambre. Quand je dis « Vas-y, maman, va aux toilettes avec ta fille ». Mila attendit, tenant la main de la fillette, et se dirigea vers les latrines en les entendant partir. Elle retourna à la cuisine et demanda à sa fille d'éplucher une pomme de terre. La fillette adorait aider sa mère. Mila alla dans la chambre, regarda autour d'elle et vit que le corps était enveloppé dans la courte pointe en patchwork. Elle ouvrit rapidement l'armoire. C'était une vieille armoire à 2 portes. Elle vit des vêtements suspendus et ouvrit les tiroirs. Il y en avait 4. Dans le premier, des sous-vêtements, dans le deuxième, de vieux vêtements, dans le troisième, un sac en tissu. Elle le prit et l'ouvrit, stupéfaite, de découvrir 4 liasses de billets, de gros billets, et en dessous, des papiers. Mila jeta un rapide coup d'œil et vit qu'il s'agissait de titres d'une société connue. Elle prit le sac et ouvrit le tiroir du bas. Il contenait des magazines. Elle ferma l'armoire et quitta rapidement la chambre. Elle ouvrit sa valise et plaça le sac parmi les vêtements. Elle ferma la valise à clé et la cadenassa. Elle retourna à la cuisine et éplucha les légumes aussi vite qu'elle le put. Il pensa, c'était aux morts, et il n'en aura certainement plus besoin. J'en ai besoin. Je l'ai attrapé sur un coup de tête et il est coincé. Les 3 arrivèrent, se postèrent sur le porche, ôtèrent leurs chaussures mouillées et boueuses et leurs manteaux point le garçon était trempé. L'homme apporta du bois, le plaça près du poêle et ordonna. « Y a-t-il du bois coupé dans cette pièce ? J'en ai apporté. Il vaut mieux laisser le feu allumé, monsieur, demanda le jeune homme. Je ne peux pas porter un des vêtements du défunt ? Je n'ai que celui-ci, et il est trempé. Avec un des siens, je resterai au sec. Je ne vois pas pourquoi ça vaut le coup, se plaignit l'homme. Mais même à mon avis, Eddie n'en aura plus besoin. Ce n'est pas bon pour toi d'être mouillé quand tu as des vêtements secs. Tu peux en prendre. L'homme demanda à Mila, s'il te plaît, va dans la chambre et vois si tu as des serviettes. Si tu en trouves, apporte-les ici pour nous sécher, et pour que le jeune homme, après avoir enlevé ses vêtements mouillés, s'enveloppe et aille dans la chambre pour enfiler des vêtements secs. Ils se lavèrent tous les 3, surtout les mains dans le lavabo. Mila alla dans la chambre, trouva des serviettes et en apporta une. Ils se séchèrent. Le jeune homme retira ses vêtements mouillés, s'enveloppa et alla dans la chambre. Mila retourna couper des légumes. La jeune femme alla ensuite l'aider. J'écoutais, tout le monde a faim. Alors je ferai une marmite pleine. Le feu était vif, la soupe serait bientôt prête. L'homme sortit un autre ensemble de vêtements de son sac à dos, se changea et mit les vêtements mouillés à sécher derrière le poêle. Le jeune homme était dans la chambre.
La jeune fille expliqua à Mila. Bien, j'y vais, raisonnai-je. Nous prîmes les ustensiles du cercueil en bois et y déposâmes le corps du défunt. J'aperçus de la chaux et la mis sous le cercueil, puis sur le corps. Je fermai le cercueil avec des clous et le laissai dans un trou dans le mur. Il y restera jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. Ô mon Dieu! S'exclama Mila. Ô mon Dieu! Dis-je. Triste. Déplorable, se plaignit la jeune fille. La soupe était prête. Avant cela, Mila avait lavé tous les couverts et les assiettes, préparé de la soupe pour sa fille, autant qu'elle savait qu'elle en mangerait.